Bonjour et bienvenue sur le podcast animé conjointement par IMT Minalbi et Minalbi Alumni. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expertise de la supply chain à IMT Minalbi. Et pour cela, nous avons deux intervenants experts dans ce domaine de la supply chain. Nous avons Thomas Couteron et Mathieu Loras. Tous les deux vont se présenter. Ils sont tous les deux alumni et vous avez un lien tous les deux avec l'entreprise Agilea. Donc peut-être vous allez nous en parler. Qui est spécialiste et expert dans le domaine de la supply chain, et peut-être pas que. Bonjour à vous deux, bonjour Thomas, bonjour Mathieu. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter rapidement Bonjour Olivier, déjà merci pour l'invitation. Effectivement, je m'appelle Thomas Coutron, je suis un alumni de IMT Albi, promotion 2016. Et aujourd'hui, d'ailleurs depuis ma diplomation, je travaille pour la société Agilea en tant que consultant et formateur dans les domaines du supply chain management, de l'excellence opérationnelle, de la gestion industrielle. Et voilà, Agilea, une société qui est spécialisée dans tous ces sujets-là et qui est basée à Toulouse. Excellent, très bien, merci Thomas. Et à toi Mathieu? Donc, Mathieu Loras, moi, alumni un peu plus ancien, 2001, donc sur génie industriel, pour la partie ingénieur, et puis alumni 2004 pour la partie docteur, parce que j'ai également fait mon doctorat à l'école. Et actuellement, parce que j'aime bien l'école, on va dire ça comme ça, actuellement donc professeur à l'Institut Mines-Télécom Minalbi, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, au centre génie industriel, directeur adjoint du centre génie industriel. Et puis en charge effectivement de la spécialité supply chain management, que ce soit en termes de recherche ou en termes de formation, enseignement. Voilà. Par rapport au lien qui était évoqué tout à l'heure sur Agilea, effectivement, je suis cofondateur d'Agilea en 2009. Ça fait quelques temps aussi. Et je continue à avoir des collaborations avec la société Agilea, essentiellement sur la partie recherche et développement depuis quelques années. Très bien, excellent, merci beaucoup à vous deux. Quelle est la définition exacte de la supply chain? Enfin, est-ce qu'on peut en donner une? Qu'est-ce que ça veut dire supply chain? Est-ce que c'est de la logistique pure? Est-ce que c'est plus intégré que ça? Voilà, parce que y a le terme supply chain qui est relativement nouveau, on va dire, en France. On va dire peut-être ça a 10 ans, j'en sais rien. Mais voilà, est-ce que vous pourriez définir un peu plus la supply chain? Thomas, je te laisse. Ça marche. Ok, je me lance. Alors effectivement, le terme de supply chain, on garde beaucoup l'anglicisme, le terme anglais, même en France quand on en parle, ça couvre plus d'activités que simplement la logistique. Gérer la supply chain, en fait, c'est gérer les flux, l'ensemble des flux de bout en bout qui vont permettre de passer d'une matière première, d'un ensemble de matières premières à travers un certain nombre d'étapes de transformation jusqu'à un produit fini qu'on va pouvoir livrer à un consommateur qui va utiliser le produit. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, la supply chain va couvrir la fin de vie de ce produit, puisque cet utilisateur, après en avoir fini avec ce produit, eh bien, la supply chain va gérer ce qu'on appelle la logistique retour, la logistique inverse, et donc la récupération, recyclage, réutilisation du produit. Voilà, donc, un ensemble de flux, des informations, des flux physiques, des flux financiers, évidemment, qui sont gérés aussi par les supply chain managers dans les entreprises aujourd'hui. Excellent, super, merci beaucoup. Et comment cette thématique, en fait, elle est développée au sein de l'école des mines, d'Albi spécialement? Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous en dire, en fait? Effectivement, cette thématique, c'est une thématique assez historique finalement à l'école des mines d'Albi, puisqu'on le centre génie industriel développe cette compétence tant en formation qu'en recherche depuis sa création, fin des années 90. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé en fait ces dernières années. Alors ça s'est développé de plusieurs façons. Sur la partie formation, si on commence par là, en fait c'est une composante qui existe depuis le démarrage de l'option génie industrielle en particulier, mais qui a tendance à avoir son volume
s'étendre pour une raison assez simple, hein, c'est que c'est aujourd'hui les métiers liés à la production et à la logistique et connexes à la production et à la logistique, ça fait partie des meilleurs placements sur nos étudiants, hein, toute option confondue. Donc aujourd'hui, le marché est très porteur sur ces métiers-là. Donc on a un volume de formation associé à cette discipline qui s'est largement étendu. C'est vrai l'option génie industriel, mais c'est vrai sur d'autres options. Je prends l'exemple de l'option biosanté-industrie que l'on a aussi à Albi, sur lequel il y a une composante assez marquée sur ces métiers-là. Et puis, ça s'est accéléré il y a quelques années maintenant, il y a 7 ans, avec la mise en place, en plus des options dans le parcours de formation ingénieur de l'école, la mise en place d'un master, diplôme national de master, autour de cette thématique-là, autour du supply chain management en général, associé au lean management, donc les démarches d'amélioration continue, notamment, et à la gestion de projet. Et on a fait donc un programme de master international avec cette spécialité en ligne de mire, et qui est un programme qui fonctionne bien. On en est à la 7e promotion. 9 à 10 nationalités en moyenne chaque année, et puis des effectifs qui vont jusqu'à 38 pour la meilleure saison. 38 étudiants dans ce programme de master. Donc c'est là aussi quelque chose d'assez nouveau pour l'école et qui répond à une attente et un besoin en fait des entreprises. Et un point important sur la formation, c'est de bien comprendre que la notion de chaîne logistique, comme l'a dit Thomas, on parle de chaîne logistique en français, de chaîne d'approvisionnement, mais rien n'est vraiment satisfaisant. Donc c'est vrai que souvent on utilise l'acronyme anglais directement, enfin le vocable anglais directement. C'est quelque chose aujourd'hui qui vient de l'industrie, mais c'est quelque chose qu'on voit se déployer dans tout type de secteur d'activité, tout type d'entreprise, de production de biens ou de services. C'est-à-dire qu'on va faire du supply chain management aujourd'hui, tout aussi bien dans l'aéronautique, chez Airbus ou dans la pharmacie, chez Pierre Fabre, ça rappellera des souvenirs à certains, que dans le monde hospitalier, dans le monde humanitaire, que dans la banque, que tout un tas d'autres secteurs. Tous ces secteurs-là ont à gérer en fait une satisfaction client, ont à gérer des flux pour livrer le bon service, le bon produit au bon moment, au bon endroit, avec le bon niveau de qualité et bon niveau de coût. Et ça, c'est ce qu'on appelle la supply chain. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire et à optimiser. Donc, c'est ce qui fait que au niveau formation, c'est aujourd'hui boosté et que IMT Minalbi est très bien positionné sur ce business-là. Voilà. Et très clairement, quand je dis que c'est bien positionné, je reprends l'exemple du master, mais le master est rentré cette année en 2022, ce qu'on appelle le QS Ranking, qui est un établissement qui fait le classement des meilleurs programmes de formation au niveau international. On est rentré cette année dans ce classement-là à la 29e place mondiale des meilleurs masters en supply chain management, ce qui est juste excellent. On est 3e français, 10e européen, et on est surtout le seul à avoir moins de 15 ans d'ancienneté. Donc c'est vraiment une vraie reconnaissance sur la partie formation. Donc ça, c'est la partie formation. Puis IMT Minalbi, on a aussi une grosse activité autour de la supply chain en termes de recherche. C'est de la recherche. Alors, je rappelle vous savez tout ça, mais les alumni, mais on fait partie du ministère de l'Industrie. Donc la recherche chez nous, c'est de la recherche appliquée. Mais aujourd'hui, c'est un volume d'activité très, très conséquent. Tout le développement, on va dire, de la boîte à outils qui peut permettre au supply chain manager de mieux travailler et d'avoir des résultats plus performants, plus durables aussi. Et en particulier, ce qu'on adresse beaucoup à Albi, c'est le développement d'outils d'aide à la décision qui soient en meilleure capacité de gérer les incertitudes, de gérer les variabilités, de gérer les risques et les opportunités auxquelles les réseaux logistiques aujourd'hui font face. Parce que c'est de plus en plus difficile de prévoir la demande, c'est de plus en plus difficile d'anticiper les variations, les problématiques qui peuvent se poser côté fournisseur. On est dans des réseaux mondialisés. Tout ça, ça nous a sauté à la face avec la crise Covid, évidemment, en tant que consommateur.
C'est des choses que nous, on connaît dans des proportions plus mesurées, mais qu'on connaît depuis longtemps et sur lesquelles on essaie de contribuer en développant de nouvelles approches, des nouveaux outils, beaucoup basés sur l'intelligence artificielle pour aider les décideurs du monde de la supply à mieux prendre en considération ces risques et ces opportunités. Excellent, c'est top. Merci beaucoup, Mathieu. Justement, tu parlais du master, Mathieu. Est-ce que Thomas, toi, de ton côté, j'ai compris que toi, tu avais fait le master. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, voilà, on parle de Scale, mais peut-être il va s'appeler Miles, ou il s'appelle déjà Miles. Est-ce que tu peux nous en parler, Thomas? Ouais, bien sûr. Donc effectivement, moi, après je me suis spécialisé en génie industriel à l'école. Et ma dernière année, en fait, j'ai fait ce master en fait pour vraiment concentrer ma spécialisation sur les activités de supply chain et de lean management et de gestion de projet également, puisque le contenu du master, en fait, c'est aussi ça qui m'a intéressé à la base, hein. C'était donc cette triple spécialisation, gestion de projet, gestion lean et gestion de la supply chain. Et voilà, j'ai choisi de faire ce master pour cette spécialisation-là, et puis aussi pour évidemment la diversité des cours qui étaient couverts dans la spécialisation, dans le master, l'analyse de données, la construction de modèles de prévision, la gestion de la distribution avec un intervenant mondialement reconnu, Benoît Montreuil, qui est vraiment le spécialiste de l'Internet physique et de ces sujets de distribution de Georgia Tech, qui est venu intervenir pendant le master, qui était quand même une opportunité rare. Et puis, un autre des points forts du master et qui, moi, m'avait intéressé à l'époque et qui se confirme aujourd'hui, maintenant que je suis sur le marché du travail, c'est que le master propose des certifications professionnelles, des certifications d'organismes internationaux sur des thématiques de gestion de la supply chain, de gestion de projet. Donc, une Green Belt en Lean Six Sigma, une certification sur les sujets des DMRP. Et en fait, ces certifications professionnelles, moi aujourd'hui, en tant que formateur, avec Agilea, on forme des centaines de personnes chaque année à ces certifications. Donc, ça veut dire que les entreprises sont demandeuses. Et arriver sur le marché du travail en ayant déjà toutes ces certifications en poche, entre guillemets, alors ça demande un peu de boulot, hein, pour les obtenir, mais voilà, je voyais ça comme un vrai plus, et aujourd'hui, je le confirme, puisque chaque année, je forme des dizaines de personnes à ces thématiques-là. Voilà, donc je suis parti sur le master, effectivement, parce que j'avais envie vraiment de travailler dans le milieu de la supply chain, et il y avait cette spécialisation-là. Puis il y avait les certifications qui allaient m'apporter un plus. Il y avait un ensemble de cours qui m'intéressaient. Il y avait des interventions variées entre des universitaires et des professionnels. Donc voilà, c'était le choix qui me semblait à ce moment-là le plus pertinent par rapport à mon projet professionnel il y a 7 ans, puisque j'étais de la première promotion. Mais en fait, comment ça se passe? Parce que tu es diplômé ingénieur et ensuite tu fais un master. Et si c'est le cas, en fait, c'est quoi qu'est-ce que ça t'amène en plus, le master? Enfin, je comprends que c'est une spécialisation. Alors, c'est un double diplôme, du coup. Alors, ça dépend je pense que ça dépend en fait du niveau, parce que c'est aussi un diplôme international, hein, comme le disait Mathieu, donc les étudiants suivant les parcours et le niveau d'avant. Mais moi, en fait, le master, je l'ai fait à la place de ma dernière année à l'école des mines, de ma dernière année à l'école. Et donc, faire le master, ça me permettait d'obtenir et le master et le diplôme d'ingénieur INT Minalbi, génie industriel, même si je n'avais pas fait la dernière année à l'école. D'accord, ok, c'est clair. Ok, entendu. Si je peux compléter juste là-dessus, le cas de Thomas est un cas qu'on a retrouvé quelques fois, mais qui est pas l'essentiel, en tout cas, des effectifs du master. L'essentiel des effectifs du master, c'est bien un public international, majoritairement extra-européen. C'était l'ambition du positionnement de ce programme-là.
Donc, on a eu pas mal de monde, évidemment, d'Asie, Inde, Chine, et puis également pas mal de monde du continent sud-américain qui ont pu participer à ce programme-là, et puis également des étudiants français, européens et américains d'ailleurs également. Et on a eu de temps en temps, effectivement, quelques étudiants ingénieurs IMT Minabi qui ont réalisé ce programme-là dans le cadre d'un double diplôme. Certains mecs qui ont même continué derrière en thèse de doctorat avec nous. Donc, ça reste aujourd'hui, c'était un produit complémentaire, c'était une offre de formation, et c'est toujours une offre de formation complémentaire pour venir élargir, on va dire, l'audience d'IMT Minabi. Excellent, c'est top. Et donc, dernière question, et non des moindres, est-ce que vous pourriez nous raconter des cas particuliers ou des cas concrets de ce qu'on peut vivre avec la supply chain ou des histoires de tous les jours, on vit la supply chain, mais c'est tellement autour de nous qu'on l'oublie. Donc peut-être que vous pouvez nous raconter des situations qui arrivent tous les jours vis-à-vis de ce qui est une bonne supply chain ou de ce qui est une mauvaise supply chain. Alors, peut-être que Mathieu pourra compléter un peu tout à l'heure sur d'autres aspects, puis il a parlé tout à l'heure effectivement de l'application à l'école des mines dans les milieux hospitaliers ou logistiques humanitaires, qui sont des sujets très intéressants, mais sur des sujets très concrets en fait qui nous touchent quotidiennement, en tant qu'individu, en tant que consommateur, tout ce qu'on va acheter, que ce soit une voiture neuve, un téléphone qu'on achète normalement un petit peu moins souvent, ou tout simplement nos courses de tous les jours pour se nourrir, c'est géré par une entreprise et donc par un ensemble de supply chain pour mettre ce produit à notre disposition. Donc, ces derniers temps, avec la crise Covid, avec la crise économique qui a suivi, on a expérimenté un peu, malheureusement, en tant que consommateur, les problématiques liées à des supply chains sous tension. Donc, on a pas mal entendu parler de ruptures de manque de disponibilité sur des puces électroniques, des composants électroniques qui ont impacté beaucoup de secteurs d'activité, mais entre autres l'industrie automobile, et où donc, encore une fois, c'est un exemple, peut-être pas on le vit normalement pas tous les jours, mais si vous vouliez acheter une voiture neuve dans une configuration un petit peu particulière il y a encore quelques mois, les délais étaient extrêmement allongés parce que si vous vouliez pas la peinture standard dont la voiture était déjà en stock, ce qui allait manquer, c'était les puces électroniques, et donc derrière la voiture pouvait pas être assemblée. Donc là, c'est toute la supply chain automobile qui était impactée, et en bout de chaîne, nous, le consommateur, on ne pouvait pas avoir notre voiture, mais en amont, c'est le fabricant automobile qui n'arrivait pas à s'approvisionner, à acheter les composants dont il a besoin pour fabriquer son produit fini. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Globalement, il y a eu aussi des problématiques on va pas dire de rupture, mais de manque de disponibilité sur les conteneurs, les moyens de transport, les prix du transport ont énormément augmenté au cours de l'année 2021. Forcément, quand les prix des moyens de transport des conteneurs augmentent, avec aujourd'hui des supply chains qui sont quand même assez mondialisés sur certains secteurs d'activité. Par exemple, sur la fabrication de jouets, alors on est un peu après Noël maintenant, mais je me rappelle en avoir beaucoup entendu parler en novembre. Les fabricants de jouets qui sont quand même beaucoup en Asie, qui se retrouvaient bloqués en fait pour livrer les produits, et les prix augmentent, les délais augmentent, et derrière évidemment en tant que consommateur, le prix du produit fini, du jouet qu'on va acheter a aussi augmenté. Donc finalement tous les produits manufacturés entre guillemets qu'on peut se fournir, je ne vais pas parler d'alimentation, mais on pourrait aussi en parler. Derrière, il y a une supply chain plus ou moins complexe, plus ou moins mondialisée, où il faut gérer les approvisionnements, les composants, la matière première dont on a besoin, mais aussi les moyens de transport, mais aussi les capacités de production, la mise à disposition du produit dans le point de vente. Et lorsque le système se retrouve un petit peu sous tension,
derrière, ça a pour conséquence des ruptures, des délais allongés, des prix qui grimpent. Et c'est vrai que ça a remis un petit peu la supply chain sur le devant de la scène. Ça fait un petit peu le lien avec ce que disait Mathieu précédemment, où IMT Minalbi est vraiment positionné sur cette thématique de gestion industrielle, de gestion de la supply chain. Et c'est des métiers dont on reparle un petit peu plus depuis quelques années et depuis qu'on s'est rendu compte en fait que lorsque la supply chain s'arrête, c'est toute l'économie qui est impactée. Oui, justement, j'ai l'impression que la supply chain, c'est quand même un sujet qui grandit énormément ces derniers temps. Enfin, on a vu les conséquences, enfin, on voit toujours les conséquences maintenant, même avec le conflit en Ukraine, mais euh, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est la mondialisation? Quelle est la cause, en fait, de cette montée en puissance de la supply chain? Est-ce que c'est la mondialisation? Est-ce que c'est l'informatisation? Est-ce que c'est un tout? Voilà, c'est... Qu'est-ce qui, selon vous, fait que aujourd'hui, la supply chain, c'est un incontournable, il faut maîtriser ça, il faut maîtriser ce sujet, et voilà. Qu'est-ce qui est pour vous c'est les facteurs dominants qui font que la supply chain aujourd'hui est incontournable? Il y a de nombreux facteurs qui sont liés à cet état de fait. Le constat est partagé par tous, il n'y a pas de souci. Déjà, première chose, si on parle de supply chain management, effectivement, en particulier en Europe, que depuis le début des années 2000, ce n'est pas un concept nouveau. Le concept a été mis à jour par le MIT fin des années 60. Donc, ça fait un moment qu'on connaît la problématique, on est capable de la formuler et de savoir que ce n'est pas simple à adresser et à gérer. Ça a mis pas mal de décennies à se structurer, à s'organiser. Et on a abouti à ce concept de supply chain, à ces directions supply chain qui ont été créées progressivement dans les entreprises, y compris les petites aujourd'hui, et qui s'est déployée très fortement. Alors, pourquoi on en parle autant et pourquoi ça devient aussi critique? C'est essentiellement parce que ces dernières décennies, on a été confronté à plusieurs phénomènes concomitants. Un premier phénomène, effectivement, c'est la mondialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les produits qu'on va pouvoir manipuler, en tout cas la très grande majorité, sont liés à des chaînes d'approvisionnement et des partenaires en fait, qui peuvent être localisés à différents endroits de la planète. Et quand on cumule en fait, tous ces délais-là qui sont nécessaires pour arriver à produire quelque chose, ça peut être excessivement long et c'est surtout bien souvent pas compatible avec le délai d'attente tolérable par le consommateur. Si je prends un Doliprane, on connaît tous le Doliprane, quand on va à la pharmacie, on en a besoin tout de suite. Pour autant, ce Doliprane-là, le délai complet de production, enfin, d'approvisionnement et de réalisation, production, distribution, c'est peut-être 6 mois. Et donc, on ne va pas attendre, quand on a de la fièvre, 6 mois qu'on nous fournisse le produit dont on a besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper pas mal de choses dans le cadre de réseaux logistiques, on va les appeler comme ça, qui sont très distribués sur un plan géographique et donc qui amènent une complexité importante. Un deuxième facteur assez notable, c'est le fait que la durée de vie des produits, en fait, et la créativité et le marché est inondé de nouveaux produits en permanence et des produits qui ont des durées de vie de plus en plus courtes, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à créer des produits, à les lancer, puis à les sortir du marché. Si on se projette très loin en arrière, une entreprise de téléphonie, quand ils mettaient en place un téléphone, c'est un téléphone, il était établi pour une dizaine d'années, donc on pouvait se structurer, on avait le temps d'apprendre, et puis on allait organiser la production, la distribution de manière très stable dans le temps. C'était pas vraiment une problématique. Aujourd'hui, un iPhone, il a une durée de vie moyenne de 18 mois. Il faut arriver à vivre avec cette dynamique-là qui amène également un accroissement de complexité important. Et le dernier facteur, donc je noterai il y en a plein d'autres, mais le dernier, à mon avis, qui est fondamental, c'est la notion de variabilité, de perturbation, voire de crise un peu permanente qu'on constate tous les jours et qui fait que globalement, chercher à optimiser un fonctionnement de production, de distribution de manière nominale, aujourd'hui, ça n'a plus de sens en fait. Parce que alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça et qui parlent de nouvelle normalité. La nouvelle normalité, c'est un environnement, un monde en permanence perturbé, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit au niveau des approvisionnements, que ce soit en interne.
Et ces perturbations permanentes, ces variations permanentes, en fait, là aussi, amènent une vraie difficulté pour arriver à répondre à ce que le marché souhaite, ce que les consommateurs souhaitent, ce que les bénéficiaires aussi. Si on parle d'humanitaire, par exemple, j'ai pas de consommateur en tant que tel. Pour arriver à satisfaire ces besoins-là dans des bonnes conditions. C'est loin d'être évident. Excellent. Et si allez, sur les dernières questions, si on fait une perspective, là, une prospective d'avenir, qu'est-ce que vous envisagez dans les 5-10 ans à venir? Qu'est-ce qui peut se passer pour la supply chain? Voilà. Parce qu'il y aura aussi d'autres éléments qui vont venir en ligne de compte ou qui sont montés en puissance en ce moment. Alors, pour moi, il va se passer beaucoup de choses parce qu'effectivement, en fait, il y a une prise de conscience généralisée de l'importance en fait, de cet élément-là en fait, dans le fonctionnement des entreprises, encore une fois, pris au sens très large. Ça concerne à peu près tout le monde et pas forcément que les entreprises à but lucratif. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience-là, elle est aujourd'hui bien réelle, elle est bien ancrée. On s'est rendu compte aussi, tous collectivement, de certaines dérives, typiquement la délocalisation systématique et la recherche de fournisseurs à bas coût sur un plan ressources humaines en particulier, a démontré un certain nombre de limites aujourd'hui. La dépendance géopolitique sur certains approvisionnements montre aussi certaines limites. Donc tout ça, ça va rabattre les cartes de manière très, très significative. Et donc, il va y avoir, de mon point de vue en tout cas, pas mal de bouleversements sur la manière dont nos supply chains aujourd'hui sont structurées et organisées. Il va y avoir aussi beaucoup de bouleversements sur la manière dont elles sont pilotées et la manière dont les décisions sont prises dans ces réseaux-là. Pour deux raisons, celle que j'évoque depuis le début, à savoir la nécessité aujourd'hui de gérer les perturbations et les variabilités, le fait que ça ne se passe jamais comme prévu et dans des proportions très significatives. Mais à côté de ça, on a aujourd'hui une opportunité immense qui est liée à l'existence de données qui sont aujourd'hui massives, que ce soit dans les systèmes de production, de distribution, ou que ce soit des données exogènes à nos supply chains sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Cette masse d'informations, elle est là. Les technologies pour les mettre sont matures, elle est disponible. Et les technologies pour exploiter cette donnée-là, c'est beaucoup développé ces derniers temps et ça continue de se développer. Et donc, on peut espérer à un horizon moyen terme, en fait, avoir à disposition des outils qui vont être en meilleure capacité, en tout cas, d'exploiter en fait cette richesse des données disponibles pour pouvoir prendre des décisions plus réactives, plus agiles, et disposer in fine de systèmes qui seront plus résilients face aux incertitudes que j'évoque. Excellent. Thomas, toi, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que Mathieu a bien fait le tour de la question. J'allais effectivement parler de l'importance des nouvelles technologies et des données disponibles qui vont probablement faire évoluer un petit peu les modes de fonctionnement. Donc ça a déjà été dit. Voilà, je ne me risquerai pas à essayer de prévoir dans 5-10 ans quelle sera la situation dans le monde et du coup des supply chains, même si c'est vrai qu'on assiste un petit peu à une volonté de relocalisation suite à la crise Covid et suite à certains approvisionnements stratégiques qui sont un petit peu lointains et un petit peu soumis à des risques. Ce qui me semble assez probable, c'est que, comme l'a dit Mathieu, l'enjeu pour les directions supply chain, ça va être de développer des modes de fonctionnement qui soient agiles, qui soient capables de s'adapter et de réagir et de prendre des décisions rapidement. Donc, ça passe par des process, par des outils, par des modes de fonctionnement qui permettent de se projeter dans le futur, de se projeter sur différents scénarios possibles et d'être capable de décider une fois qu'on se rend compte de la direction que ça prend. Donc, l'agilité des organisations va probablement être un enjeu essentiel pour le futur des directions supply chain. Super. Donc,
Une conclusion, si vous souhaitez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un mot, voilà, une vision, peu importe. Voilà, vous êtes les bienvenus pour conclure ce beau podcast. Merci à vous en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, juste deux éléments. Le premier élément, c'est que moi, j'invite tout le monde à s'intéresser à ces métiers-là. C'est d'une richesse incroyable, c'est très évolutif et c'est des métiers qui sont à l'interface de toutes les autres fonctions des entreprises, que ce soit en interne et tous les partenaires externes des entreprises. C'est des métiers qui s'adressent à tout type de secteur d'activité. Et donc, on a vraiment des jolis challenges à adresser dans les prochaines années sur cette thématique-là. Donc, n'hésitez pas à vous y intéresser, que ce soit en début de carrière ou plus avancé. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a des vrais challenges intéressants, passionnants même, à travailler au quotidien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour conclure, je pense qu'on peut être très fier de notre école, pour le coup, sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. C'est une des premières écoles à avoir engagé autant d'efforts, autant d'initiatives dans cette direction-là dès la fin des années 90. Ça s'est maintenu dans le temps et ça se développe et c'est reconnu aujourd'hui, encore une fois, tant en termes de formation qu'en termes de recherche, voire de développement économique également. Donc, voilà, on peut garder à l'esprit et c'est un point très positif. Super, merci Mathieu. Toi Thomas, qu'est-ce que tu voudrais dire? Mathieu a un peu repris les points que je voulais dire, effectivement, mais je voulais remercier un peu l'école pour la qualité des formations, des interventions que j'ai eues sur ces sujets. Aujourd'hui, je suis très content de tout ce que je fais au quotidien professionnellement, et si j'en suis là où j'en suis, c'est grâce à, entre autres, mais à la qualité de la formation et du parcours qui m'a été proposé à l'école pour en arriver là aujourd'hui. Donc, effectivement, intéressez-vous à ces métiers et merci à IMT Minalbi pour la qualité des formations sur ces sujets. Bah, très bien, merci à vous deux, merci Mathieu, merci Thomas pour votre expertise, votre regard, super intéressant. Voilà, j'espère que ça aura passionné, intéressé d'autres alumni ou d'autres membres de l'école ou des futurs élèves ou des élèves. Donc voilà, donc merci à nouveau. C'est très très sympa de votre part d'avoir consacré un peu de temps à ce podcast. Merci à nouveau et puis écoutez, à la prochaine alors. C'était vraiment top de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Avec Merci plaisir, à Olivier. bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt.